Bonjour, bonjour. Hop. Alors très rapidement, je te remercie infiniment, Emmanuel, pour ce premier gros webinaire que l'on met en place. Un grand merci à toi parce que il est vrai que euh, ce monde de l'intelligence artificielle peut nous faire peur. On sait que tu es un grand spécialiste et un précurseur euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien avant qu'on en entende parler. Et c'est vrai que grâce à toi, on va avoir un peu moins peur parce qu'il est vrai que quand on connaît pas quelque chose, il est vrai qu'on en a souvent peur, on laisse ça de côté. Donc, C'est un vrai. grand merci à toi. Un grand merci aussi à toutes les personnes présentes. Je pense que, si je ne me trompe pas, et Agnès nous le dira, ainsi que le staff, il y a plus de 180 personnes qui se sont inscrites. Il y a autant de personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir. Hier soir, j'étais à une soirée encore avec 40 personnes et tout le monde parlait de ce webinaire. Donc, avant de te laisser la parole, je tiens à remercier toutes les personnes présentes. Sachez que si parmi les winners, si parmi certains spécialistes voulaient aussi partager vos connaissances, ben, n'hésitez pas à venir vers nous, vers le staff, pour justement profiter à tous et à chacun de vos connaissances. Donc, je te laisse la parole. Je reviendrai juste après pour discuter sur toutes les questions. Un grand merci à toi et je te laisse la parole. Peut-être la parole aussi, Agnès, si tu as quelque chose à nous dire ou aussi sur le staff. Et puis, on va lancer ce webinaire. Juste une chose, pardon. On a demandé la permission à Emmanuel d'enregistrer ce webinaire pour en faire profiter aussi à tous et à chacun. Merci. Merci, non, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Emmanuel, ce que je ferais, c'est que dans le chat, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, j'en consignerai certaines et puis certaines questions ou certaines remarques, j'en ferai part à Emmanuel à la fin de sa présentation. Voilà. Bonne présentation. Je crois qu'il y a une soixantaine de participants. Je pense que les gens vont venir au fur et à mesure et se connecteront au fur et à mesure. Mais on a déjà une soixantaine de participants là, Emmanuel. Donc, à toi de jouer. Voilà, bonjour à tous et merci à François de me donner cette opportunité justement de vous partager un petit peu les actualités sur les intelligences artificielles et puis les bonnes pratiques et puis vous permettre aussi parce que c'est vrai que on va essayer de dédiaboliser les intelligences artificielles, de bien comprendre ce dont on parle et, euh, et de comprendre aussi comment on peut les utiliser pour gagner parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours des problèmes de productivité et là, grâce aux intelligences artificielles, on espère qu'on va pouvoir les résoudre. Alors, voilà, on a encore des participants qui nous rejoignent. Pour le moment, on a 65 participants connectés. Donc, j'imagine on va encore avoir dans les minutes qui viennent des personnes qui vont nous rejoindre. Alors, c'est moi qui les accepte au fur et à mesure. Je vais commencer parce qu'on a vraiment beaucoup de matière. J'ai beaucoup de matière à vous partager. Euh, et c'est parti, je commence le partage de mon écran en tout petit moment. Donc, moi, je suis donc Emmanuel Donati, je suis membre WinOrWin avec grand plaisir depuis maintenant, je suis dans ma deuxième année. Donc, j'ai rejoint le groupe qui est présidé par Janine, que je vois là à l'écran. Et donc, j'ai rejoint ce groupe il y a un an et demi à peu près, avec grand plaisir. Et moi, si vous voulez, j'ai un parcours technique et de manager. Et j'ai toujours eu une facilité et une appétence pour la transmission. Et donc, quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle de manière beaucoup plus prégnante à partir de novembre 2022, comme on va le voir, j'ai tout de suite senti d'abord un besoin et ensuite une opportunité. Un besoin d'abord justement d'être rassuré, de comprendre ce dont on parlait avec les intelligences artificielles et une opportunité pour moi justement de transmettre mes connaissances, de les perfectionner et d'aider les entrepreneurs à mieux appréhender, mieux apprivoiser, décoder. C'est d'ailleurs le nom de l'activité sous lequel j'ai lancé mon activité sur les intelligences artificielles, Décode IA, les décoder et accompagner les entrepreneurs dans leur parcours au sein des intelligences artificielles. Alors, on va
pas plus attendre, on va partir sur le programme qui nous attend aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la définition des intelligences artificielles, de leur historique d'abord, de leur fonctionnement, parce il est très important de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir les apprivoiser, les appréhender et les utiliser à bon escient. Je vais vous parler de leurs possibilités, de leur limiter également des exemples et des outils, évidemment, qui vont pouvoir vous aider au quotidien à, euh, à gagner en productivité grâce à ces intelligences artificielles. On gardera un petit moment pour les questions-réponses. Comme Agnès vous l'a dit, elle recueillera les questions les plus pertinentes ou les plus souvent posées et on calera une petite séance d'une dizaine de minutes à la fin de la présentation. Bien entendu, je serai disponible. Je vous partagerai mes coordonnées. Je resterai disponible pour d'autres questions si vous en avez après le webinaire. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des intelligences artificielles aujourd'hui? Eh bien, on a eu un phénomène d'adoption qui était absolument phénoménal au niveau de ces intelligences artificielles, puisque ChatGPT, qui a été lancé le 30 novembre 2022, c'est une date à marquer d'une pierre blanche, mais vraiment au niveau même de l'évolution, de notre évolution sociétale. ChatGPT a attiré 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Alors que Instagram a demandé 2 mois et demi pour rassembler ce premier million d'utilisateurs, ChatGPT, il ne leur a fallu que 5 jours. En 2 mois, ChatGPT va rassembler 100 millions d'utilisateurs. Donc une adoption technologique jamais vue, un engouement phénoménal euh, qui a vraiment pris tout le monde par surprise. Les IA ont été vraiment quelque chose qui a renversé le monde, en tout cas qui va le modifier certainement. Alors, quelle est la définition des intelligences artificielles? C'est une branche de l'informatique qui traite de la création et de l'utilisation des machines qui simulent l'intelligence humaine. Alors, les 3 mots qui sont soulignés sont extrêmement importants. Pour quelle raison? Parce que l'informatique, ça veut dire on se sert d'ordinateur. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle, en fait, n'a rien d'intelligent. Un ordinateur est très bête, il ne sait faire qu'une chose, c'est distinguer un 0 d'un 1. C'est tout ce que fait un ordinateur. Derrière, évidemment, vous avez des systèmes d'exploitation, des programmes qui permettent d'affiner et donner un sens avec des méthodes très complexes pour, pour utiliser cette capacité à décoder un 0 d'un 1 très rapidement des ordinateurs pour créer du sens avec des programmes qui vont être créés par l'homme. On parle de machines qui simulent l'intelligence humaine et on le verra au cours de la présentation. On est bien dans la simulation, on va imiter l'intelligence humaine. Et donc, on imite bien l'intelligence euh, humaine. Donc, comment raisonne un humain? Un bref historique des intelligences artificielles. En 1936, Alan Turing, dont vous voyez la photo à l'écran, propose dans un article un concept d'une machine de Turing qui est une machine qui penserait comme un être humain. Premier, premier concept qui fait déjà référence à ce concept qui deviendra et qui sera nommé par Jack McCarthy, qui est la personne que vous voyez sur votre écran euh, en chemise blanche. Là, je pense que vous voyez que je l'entoure. C'est Jack McCarthy qui, en 1956, lui, mettra le terme intelligence artificielle, qui crée tellement de polémiques aujourd'hui. Et donc en 1956, une poignée de scientifiques, de mathématiciens que vous voyez à l'écran se réunit à Dartmouth aux États-Unis et lance les fondements de ce qui devient euh, l'inté- le- la discipline de l'intelligence artificielle. Alors, beaucoup de d'utilisation, beaucoup de théories, beaucoup de recherches sur les intelligences artificielles, pour en arriver en 1980 à la première utilisation vraiment industrielle des intelligences artificielles avec les systèmes experts. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un ordinateur. Oui, ça ne ressemble pas tellement à votre laptop et c'est moins puissant que mon téléphone, mais c'est un ordinateur qui communique avec des cartes perforées, donc il n'y a même pas encore d'écran, ni de clavier. Et le système XCON a été le premier système, en fait, le premier programme à utiliser l'intelligence artificielle pour corriger lui-même les processus industriels. En 1993, on fait un bond dans le temps et on arrive aux premières applications grand public qui sont en fait les premiers moteurs de recherche. Pour ceux
qui ont mon âge. Vous voyez à gauche AliWeb qui a été le premier moteur de recherche, donc c'était le Google de l'époque, et à droite Yahoo, ça le nom vous dit sans doute quelque chose, Yahoo qui est sorti en 1994, qui est un guide sur le World Wide Web, donc le Google de l'époque, et vous voyez que par exemple les pages business, vous aviez 6426 pages business en 1994 au niveau du monde entier, on en a un tout petit peu plus aujourd'hui. Alors, on fait à nouveau un bond dans le temps et on est en 2010-2011 où on arrive en fait à une technologie qui va révolutionner les intelligences artificielles, qui va donner naissance aux intelligences euh, artificielles euh, modernes, qui sont, Emmanuel, voilà, pardon. oui, Oui, je ne sais pas si tu peux accepter les nouveaux participants à la réunion. C'est toi qui as la oui, main. Ah, oui, ok. c'est ce que je viens de faire. Normalement, euh, tout le monde, euh, tout le Ok, monde a été accepté. Donc, je le super. fais en parallèle. Ok, Voilà. super, merci. Merci du rappel. Voilà, donc en 2011, le deep learning, donc l'apprentissage profond qui va révolutionner, qui va donner naissance aux intelligences artificielles modernes, donc notamment aux modèles de langage large comme ChatGPT, entre autres. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots comment fonctionne le machine learning, et c'est ça qui va vraiment permettre à une intelligence artificielle de devenir autonome quasiment euh, dans la réflexion. Et en 2015 apparaissent les premiers GPT. Alors, un GPT, c'est un Generative Pre-trained Transformer. Qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est un transformer pré-entraîné génératif. Transformer, c'est le nom de l'architecture de réseau neuronal qui est, euh, qui est utilisée, entraîné car il l'est sur une grande quantité de données. Alors on parle pour GPT-4, qui est la dernière version, de à peu près, on a une estimation à plus de 1 billion de données qui ont été utilisées pour entraîner GPT-4. Donc on part vraiment sur des quantités de données qui sont astronomiques. Et génératif, puisque, et ça c'est relativement nouveau, on génère de nouvelles sorties. Petit exemple donc d'un- d'une boîte de dialogue ChatGPT. Alors ChatGPT, en fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est un petit pas pour pour le monde des intelligences artificielles, puisqu'en fait, les GPT, vous avez vu, existent depuis 2015. Et le fait de rajouter une boîte de dialogue, donc un chat, dessus, a créé ChatGPT et a rendu ce GPT accessible à tout le monde. Et donc, un petit pas pour le monde des intelligences artificielles, on rajoute juste une boîte de dialogue, et un pas de géant par contre pour l'humanité, puisque tout le monde entier en fait, commence à avoir accès gratuitement à une intelligence artificielle, à pouvoir dialoguer avec. C'est la science-fiction qui nous rejoint en fait dans le monde réel, et ça a créé un engouement dont on a parlé et qui est énorme. Et c'est vrai que c'est le point de départ, si vous voulez, d'une révolution qui va être plus profonde encore que ce que l'on peut être en mesure d'imaginer. On va essayer d'en toucher un petit peu, puisqu'on est vraiment que à l'aube aujourd'hui des intelligences artificielles. On va essayer de toucher un petit peu à, à la, à l'essence même de la transformation qui nous attend. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, quand vous entendez parler des hivers de l'intelligence artificielle, on a, dans les années 60, eu un boom sur l'intelligence artificielle, puisque la discipline ayant été créée en 1956, beaucoup de recherches à ce moment-là. Par contre, en 1969, paraît un livre qui critique énormément le perceptron. Le perceptron, c'était une machine qui était censée et qui imitait déjà le comportement humain. Donc déjà un petit peu comme un GPT. Mais le perceptron avait des biais assez importants et puis on n'avait pas non plus les, euh, les, les capacités évidemment informatiques qu'on a aujourd'hui, loin de là. On était vraiment au début de l'ère de l'informatique. Et donc, beaucoup de déceptions. Cet ouvrage qui a critiqué le perceptron était, a, a également ralenti pas mal la perception, la crise, le choc pétrolier et donc un gel des investissements dans les années 70. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier hiver des intelligences artificielles. En 1980, on voit qu'on a eu les premières applications industrielles. Et donc là, un second boom qui s'interrompt dans les années, fin des années 80, parce que là aussi, les capacités de calcul informatique ne sont pas à la hauteur pour répondre aux défis
des programmes qui sont créés et de la recherche. On voit ensuite qu'après ce deuxième hiver, dans les années 2000, on a de nouveau beaucoup d'investissements et beaucoup de recherche, et on arrive au deep learning et on arrive à ce que j'appelle, moi, la canicule des intelligences artificielles, puisque vous avez ici, vous avez eu des hivers et maintenant on a un boom énorme et énormément d'investissements, énormément de développement et on a vraiment, vous avez de l'IA en fait à peu près partout. Au CES de Las Vegas, il y a quelques semaines, il n'y avait pas un fabricant qui ne parlait pas intelligence artificielle. Vous avez maintenant des oreillers qui intègrent de l'intelligence artificielle, des matelas, des bouilloires, des grilles, tout en fait intègre de l'intelligence artificielle. Alors, à bon ou à mauvais escient, ça dépend évidemment des points de vue. C'est une chose. Et puis, il va falloir également séparer le bon grain de l'ivraie et pouvoir distinguer ce qui est un gimmick, ce qui est un petit peu de l'IA washing, de ce qui est réellement utile dans les intelligences artificielles. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, les intelligences artificielles? Voilà, à gauche, vous avez une image d'un cerveau humain, à droite, vous avez une représentation d'un réseau neuronal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonctionnement d'un réseau neuronal, évidemment, est inspiré par le cerveau humain, a un apprentissage, et on va en parler directement après, qui est aussi calqué sur l'apprentissage humain et qui est très sensible, et on en parlera également, à la qualité des données qui lui sont proposées. Alors, l'apprentissage des intelligences artificielles, vous pouvez le prendre en fait en parallèle avec l'apprentissage humain. Vous avez l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage supervisé? Vous prenez un enfant de 4 ans, vous le prenez sur vos genoux et vous prenez un livre d'images et vous lui dites, ceci c'est une vache, ceci c'est un oiseau, ceci c'est un cheval. Et l'enfant apprend de manière supervisée puisque vous lui expliquez à chaque fois à quelle image associer quel mot. Ensuite, vous avez l'apprentissage supervisé. Vous prenez le même enfant, vous prenez le même livre, mais vous n'êtes plus là. Donc l'enfant va feuilleter les pages et va associer automatiquement les animaux par groupe. Donc il va associer les quadrupèdes sans forcément donner le nom quadrupède à la famille, il ne va pas le faire. Et par contre, il va commencer à les grouper, donc il va identifier que ben, un cheval et une vache, ce sont des animaux qui ont 4 pattes. La libellule et l'oiseau sont des animaux qui sont dans le ciel, donc qui sont des animaux qui volent, etc. Et donc il va associer et apprendre par lui-même, associer par lui-même des, euh, des éléments euh, en tant que famille. Vous avez l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est quoi? C'est quand vous faites des essais et erreurs. Donc, vous allez, par exemple, apprendre à jouer aux échecs. Eh bien, vous allez tenter, vous allez soit corriger par quelqu'un, soit de vous-même, pouvoir corriger, vous rendre compte des erreurs que vous pouvez faire et apprendre et corriger et apprendre les bonnes pratiques de cette manière-là. L'apprentissage profond, ensuite, vous pouvez mettre l'apprentissage profond en parallèle avec l'apprentissage d'une langue où vous apprenez tout au long de votre vie, vous apprenez les subtilités. Vous apprenez à la fois de manière supervisée, non supervisée, par renforcement, mais également par vous-même. Vous allez comprendre par la pratique petit à petit les subtilités de la langue. L'apprentissage automatique étant la somme de tous ces apprentissages, et donc c'est tout l'apprentissage en fait que vous faites en tant qu'humain. Eh bien, l'intelligence artificielle va apprendre de la même manière. Tous les apprentissages dont on a parlé sont les apprentissages que l'intelligence artificielle fait également avec les données qu'on lui propose. Alors, comment fonctionne un réseau de neurones? Ici, on est dans la vulgarisation, donc on est dans une simplification extrême, mais pour que vous compreniez bien le principe. Bien entendu, un réseau de neurones est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de couches que ce que vous voyez à l'écran. Ici, le principe, c'est que vous avez une image d'un chien. Cette image d'un chien, l'intelligence artificielle ne la voit pas. L'intelligence artificielle voit des pixels. Elle va pouvoir donner, grâce au capteur, des valeurs à chacun de ces pixels. Donc ça, c'est la première couche. La deuxième couche va identifier les groupes de pixels et va identifier des arêtes avec des pixels qui sont conjoints et qui ont des valeurs qui sont similaires. La troisième couche va comprendre les combinaisons d'arêtes. La quatrième couche va identifier les traits. Donc là, ce sont les traits euh, qu'on va après identifier avec la cinquième couche comme étant les traits d'un chien. Et donc l'intelligence artificielle va être capable de vous dire, ben voilà, en fait, l'image que vous m'avez présentée, c'est l'image d'un chien.
voyez, il y a toute une série d'étapes avant de mettre le nom chien sur l'image. Alors en fait, si vous réfléchissez un petit peu, c'est pas très différent de ce qui se passe dans notre cerveau, même si on ne comprend pas encore très très bien ce qui se passe dans le cerveau. Mais lorsque vous voyez une image, il y a évidemment vous allez associer cette image. Comment est-ce que vous savez que c'est un chien? Parce que vous avez déjà vu un chien, qu'on vous a déjà appris, que vous avez déjà constaté que ce chien, que l'image que votre cerveau, que vos yeux voient, est celle d'un chien. Donc c'est assez parallèle aussi à ce qui se passe dans le cerveau humain. Voilà. C'est un bref aperçu pour vous expliquer comment fonctionnent les intelligences artificielles, quelles sont les possibilités maintenant qui sont permises par les intelligences artificielles. Les possibilités fondamentales sont le traitement du langage naturel, la reconnaissance d'images, de vidéos, l'apprentissage par renforcement et des prévisions et analyses complexes. Donc ça, c'est vraiment pour les possibilités fondamentales des langages euh, des modèles de langage larges. Alors, je continue à accepter. On est plus de 80 personnes en direct. C'est assez exceptionnel qu'on ait un tel taux, je pense, de participation. C'est super. Petite parenthèse. Quelles sont les possibilités maintenant qu'on rencontre des intelligences artificielles dans la vie de tous les jours? Eh bien, en fait, les intelligences artificielles, elles sont déjà là depuis pas mal de temps. Siri, Alexa, OK Google, alors maintenant on vous dit, ben, on va mettre de l'intelligence artificielle dedans, on va mettre de l'intelligence artificielle générative, mais en fait, ce sont déjà des intelligences artificielles. Tout ce qui est reconnaissance de parole, tout ce qui est reconnaissance de texte, ce sont déjà des utilisations des intelligences artificielles. Tout ce qui est robot, tondeuse, aspirateur, utilisent des intelligences artificielles. Spotify, Deezer, Netflix et euh, les autres euh, applications de streaming utilisent les intelligences artificielles pour vous proposer de nouveaux contenus, des contenus qui correspondent à vos attentes, à ce que vous aimez regarder grâce à ces intelligences artificielles. Tout ce qui est aide à la conduite, voiture autonome, vous trouvez en fait des applications d'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Il ne se passe certainement pas un jour sans que vous utilisiez, peut-être même sans le savoir, une intelligence artificielle. Alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce que ça peut être? Des optimisations de process, de l'analyse prédictive, des automatisations de tâches routinières, on va le voir, du diagnostic médical. Au niveau du diagnostic médical, petite parenthèse, on a utilisé les intelligences artificielles, on a donné des millions de radios de cancer du poumon aux intelligences artificielles. Et l'intelligence artificielle a donc compilé toutes ces informations et est capable aujourd'hui de proposer un diagnostic de cancer qui est de 5% plus, euh, plus correct que celui de l'homme. Et donc, on a amélioré en fait le diagnostic et donc potentiellement le traitement du cancer déjà grâce aux intelligences artificielles. Alors, 5%, c'est déjà énorme. Au niveau mondial, ça représente déjà pas mal de vies sauvées. On utilise également les intelligences artificielles pour la détection des fraudes, pour des services clients et évidemment, ça c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui pour l'augmentation de la productivité. Au niveau de l'aide à la création, on a des applications maintenant qui sont génératrices d'art, de musique. On a des applications comme Suno qui vous fait, si vous allez à l'anniversaire d'un copain, eh bien, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle en même pas 5 minutes, de vous créer une chanson, vous donner un thème, vous donnez le nom du copain et vous avez l'intelligence artificielle qui vous crée. Alors, on n'est pas dans le grand art, on n'est pas dans le top 50, mais on est dans une génération qui est correcte et on commence à avoir des applications qui sont de plus en plus pointues et performantes dans à peu près tous les domaines. On peut explorer de nouvelles pistes créatives beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait le faire auparavant. On peut également avoir de l'écriture assistée. Vous pouvez, en tant qu'écrivain, la page blanche, en fait, c'est terminé grâce à l'IA. Vous pouvez demander des pistes d'idées, vous pouvez demander des pistes de scénario à l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi faire écrire. Après, l'intérêt est moindre à mon sens, mais vous pouvez aussi faire écrire un livre entièrement par l'intelligence artificielle. C'est possible. Et également une aide au design. Alors, bien entendu, il y a des possibilités énormes, mais il y a également des limites. Alors, les limites sont au niveau de la productivité et de l'emploi. Donc, je mets souvent en parallèle la révolution de l'intelligence artificielle avec la révolution industrielle, qui est illustrée ici. Et donc, on a fort peur des dangers en termes de productivité et certainement en termes d'emploi. En fait, on se retrouve face à une révolution qui est euh, peut-être même supérieure à celle qu'on a connue avec la révolution industrielle. La révolution industrielle a effectivement transformé complètement
le monde de l'emploi. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la révolution industrielle nous a amenés dans un monde qui est nettement plus confortable aujourd'hui qu'il y a une centaine d'années. On voit beaucoup de presse euh, qui, euh, qui est assez alarmiste. Alors, simplement deux exemples. En mars dernier, Goldman Sachs fait une étude et sort les résultats de cette étude qui annonce que 300 millions d'emplois dans le monde sont susceptibles d'être impactés par l'intelligence artificielle. Alors, les gros titres s'enchaînent en disant 300 millions de personnes vont perdre leur emploi. Attention, il faut bien comprendre les mots. On dit que 300 millions d'emplois vont être impactés par l'intelligence artificielle. Impactés, ça veut dire que on va pas forcément perdre son emploi, mais l'intelligence artificielle va commencer à prendre son rôle. Et effectivement, il pourra y avoir des pertes d'emploi, c'est vrai. Par contre, il y aura aussi de la création d'emplois et beaucoup d'emplois qui vont être revalorisés et qui vont être, on va le voir et on va voir de quelle manière, qui pourront être rendus beaucoup plus intéressants. On a eu aussi en septembre dernier une nouvelle qui a un petit peu euh, fait trembler, c'est cette annonce de la société Onclusive qui licenciait 200 salariés pour être remplacés par une IA, qui était une première en France. Alors il faut mettre ça aussi en perspective. La société Onclusive avait été rachetée un an auparavant par un groupe américain qui avait exigé un dégraissage des effectifs et qui n'avait rien à voir avec les intelligences artificielles. Lors de la communication, alors maladresse certainement, mais les intelligences artificielles ont été euh, utilisées comme excuse, si vous voulez, ou justification pour ces licenciements euh, euh, en masse. C'est pas tout à fait la vérité et entre-temps, le plan a été revu et donc moins de licenciements chez Onclusive, donc ça c'est une bonne chose déjà. Mais deuxième chose, ce que je voulais aussi vous mettre en lumière ici, c'est que la presse donne beaucoup d'informations et il faut mettre ça en perspective vraiment avec ce qui se passe réellement. Bien entendu, la presse peut être très alarmiste et il faut vraiment être vigilant par rapport aux informations, mais ça vous le savez, qui nous sont proposées. Il y aura effectivement des emplois qui vont être perdus, des emplois très souvent à faible valeur ajoutée, mais d'autres emplois euh, qui vont être créés. Je prends souvent l'exemple des 20 000 porteurs d'eau de Paris qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain à partir du moment où on a eu un réseau de distribution d'eau à Paris. Eh bien, entre-temps, ben, on a de l'eau et puis il y a d'autres métiers qui ont été créés. Donc, cette révolution industrielle, dont on avait tellement peur aussi, a permis de créer tout le secteur tertiaire et donc de créer un monde qui est ben, nettement plus intéressant en fait et qui est plus créateur de valeur aujourd'hui. D'autres défis, le fake évidemment, le pape en doudoune, Macron dans les manifestants. C'est vrai, il y a un défi au niveau des fake news. Les fake news, en fait, n'ont pas attendu les intelligences artificielles, puisque depuis l'Antiquité, on a déjà des nouvelles qui sont tronquées, qui sont détournées. Donc, la fake news existe depuis toujours, mais il est vrai que les intelligences artificielles permettent de faire des fake news qui sont extrêmement impressionnantes. J'ai moi-même un avatar, je peux moi-même et très facilement en fait prendre une photo de moi-même, prendre un texte, cloner ma voix et me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Donc c'est vrai qu'il y a des défis qui sont pas nouveaux, mais qui vont être plus difficiles encore à relever avec les intelligences artificielles. On a des biais, évidemment, mais les biais, et ça c'est de plus en plus on s'en rend compte, les biais des intelligences artificielles reflètent surtout les biais de notre société. Vous prenez Aurélie Jean, qui est une mathématicienne brillante française qui partage son temps entre les États-Unis et la France, et vous proposez, euh, demander à Dali ou à Midjourney, donc un logiciel d'intelligence artificielle, de vous proposer une cinquantaine d'images de scientifiques, eh bien, pas une de ces images ne va ressembler à Aurélie Jean. Aurélie Jean est une jeune dame séduisante, et les 50 images que va vous proposer l'intelligence artificielle, ce sont tous des hommes. 49 sont en blouse blanche et 48 ont une barbe blanche. Mais quelque part, si je vous demande à vous d'imaginer un scientifique, sans réfléchir, vous imaginez quoi? Est-ce que vous imaginez une jeune fille séduisante ou bien est-ce qu'a priori vous imaginez une personne en blouse blanche avec une barbe blanche? Et donc les biais
qui sont ceux de l'intelligence artificielle, reflètent en fait les biais que nous avons nous. Donc, à nous d'en être conscients. Il est vrai que en prenant les sorties de l'intelligence artificielle pour la réalité, on augmente, on peut amplifier les biais, comme l'article ici le propose, à nous d'être vigilants et d'essayer d'alimenter l'intelligence artificielle avec des données qui soient le moins biaisées possible. L'intelligence artificielle hallucine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire halluciner? C'est un terme que les experts utilisent. L'intelligence artificielle, un peu comme un enfant de 4 ans ou de 5 ans, va, lorsque vous lui présentez une tâche, sa mission est de remplir cette tâche. Et donc, pour vous faire plaisir, l'enfant de 5 ans, vous lui posez une question, il va vous répondre. Et s'il ne connaît pas la réponse, il va inventer une réponse. Sauf si vous lui dites, écoute, voilà, mon petit, si tu es, ou ma petite, si, si tu n'es, si tu ne connais pas, ce Bonjour. n'est pas grave, ne, euh, n'invente pas de réponse et donne-moi, voilà, dis-moi que tu ne sais pas. Bien de relocation. Je ne connaissais pas et je vois Alors, les nouveaux locaux. Enfin, je connaissais ce qu'il y avait avant et je me dis waouh, c'est Il très y a beau. quelqu'un qui doit avoir son micro ouvert. oui, je pense que, ouais. Voilà, là, je viens normalement de fermer le micro de tout le monde. Désolé. Voilà. Donc, les hallucinations, l'enfant donc de 5 ans va inventer, sauf si vous lui dites de ne pas inventer pour le rassurer, eh bien l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Si l'intelligence artificielle ne sait pas, elle va inventer. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement, mais c'est un petit peu de sa faute quand même, à un avocat aux États-Unis qui s'est servi de l'intelligence artificielle pour rédiger ses documents de plaidoirie, qui a plaidé et puis qui s'est fait retoquer évidemment par le président du tribunal qui lui dit mais qu'est-ce que vous me racontez? La jurisprudence dont vous me parlez n'existe pas. Donc, effectivement, ChatGPT lui avait proposé des jurisprudences. ChatGPT, dans ses données, avait des documents juridiques, a constaté qu'il y avait dans des documents de plaidoirie euh, des références à des jurisprudences et donc s'est dit, ben voilà, je vais mettre des références à des jurisprudences, mais n'avait pas forcément idée qu'il y avait de vraies jurisprudences et qu'il était impératif qu'il y ait de vraies jurisprudences derrière. Et donc ChatGPT a imité le formalisme utilisé dans d'autres documents juridiques, mais sans vérifier la véracité de ces jurisprudences, et donc jurisprudences qui n'existaient pas. L'avocat aurait dû vérifier, eh bien, il a perdu sa licence et donc il a été rayé du barreau. Mais je dirais, là, un petit peu de sa faute et c'est c'est une constante au niveau des intelligences artificielles et ça, je vais vous en parler également. Il convient de toujours vérifier les sorties des intelligences artificielles. Il y a également, donc les intelligences artificielles hallucinent, il y a des applications qui vous permettent de réduire les hallucinations. Vous avez également des méthodes pour les réduire. Il suffit parfois simplement de dire à ChatGPT, si tu ne sais pas, n'invente pas et dis-le moi, tout simplement. Donc ça vous permet de réduire d'autant les hallucinations de ChatGPT notamment. Un défi énorme qui va être celui du droit d'auteur, et là, ça va vraiment être colossal. On n'imagine pas le, le dossier et la boîte de Pandore qui va s'ouvrir lorsque vraiment on va prendre le taureau par les cornes à ce niveau-là. Alors pour le moment, les sorties de l'intelligence artificielle ne sont pas copyrightable. Ça, c'est ce qu'un tribunal américain, plusieurs tribunaux américains ont déjà décidé, mais le dossier va certainement être rouvert. Et il y a évidemment beaucoup de défis déjà aujourd'hui au niveau des sites d'information. Vous avez peut-être entendu que le New York Times a attaqué ChatGPT en justice et demande une compensation pour l'utilisation des millions d'articles qui ont été parus pour l'entraînement de ChatGPT. Donc à ce moment-là, il y a vraiment un vrai débat qui va s'ouvrir, puisque est-ce qu'on va laisser accès à l'intelligence artificielle à tout ce qui est un contenu créé par l'homme, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on rémunère les auteurs, ou si on décide de ne pas donner accès, de donner accès à ChatGPT et aux autres intelligences artificielles aux contenus qui sont libres de droit, les intelligences artificielles risquent d'avoir une vision tronquée de, du monde qui nous entoure. Et donc, il y a un vrai débat qui va s'ouvrir. Je n'ai pas la réponse, certainement pas, mais il y a un vrai débat auquel on peut s'attendre dans les années, voire même dans les mois à venir. Autre défi, le défi énergétique, puisque qui dit grande quantité de données, qui dit grande capacité de calcul, dit beaucoup de cartes graphiques, beaucoup d'ordinateurs.
Et donc, pour ces ordinateurs, il faut les faire tourner, ça consomme énormément d'énergie. Alors, il y a des pistes déjà qui s'ouvrent, et notamment ici, c'est une image que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer pour illustrer un des posts que j'ai écrit sur l'utilisation potentielle de petits générateurs nucléaires à côté des data centers. Donc, Microsoft a passé une petite annonce en fait de recrutement qui a mis un petit peu le feu aux poudres. En fait, c'est une annonce. Microsoft engage un ingénieur, enfin a engagé maintenant un ingénieur en énergie nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Microsoft envisage d'utiliser une technologie qui s'appelle les PMR, donc des petits réacteurs modulables, qui est une technologie utilisée aujourd'hui dans une seule application qui est militaire, ce sont les sous-marins nucléaires. Et donc l'idée est de mettre un petit réacteur nucléaire à côté d'un data center, ce qui est une solution beaucoup plus économique et beaucoup plus euh, environnementale que d'utiliser du charbon ou des énergies fossiles pour alimenter ces centrales nucléaires, pardon, ces data centers qui renferment toutes ces capacités de calcul. Et évidemment, on a un gros défi éthique et de réglementation. Alors là, les autorités sont très en retard. On a le AI Act, donc, qui est la réglementation européenne le texte final vient de fuiter. Donc ça, je suis en train d'analyser. Mais on a des réglementations qui se mettent en place, mais qui sont très, très euh, euh, très insuffisante par rapport à l'amplitude de l'impact des intelligences artificielles. L'UNESCO a sorti un rapport assez récemment où elle préconise notamment de ne pas mettre les intelligences artificielles entre les mains d'enfants de moins de 13 ans. Alors, les avis ne sont pas unanimes, certains parlent de 16 ans, mais il n'y a pas encore de règles en fait à l'heure actuelle en place. Et on a des initiatives comme The Future Society, qui est une société qui a été créée par Nicolas Miaille, un Français, qui est à l'origine en fait de la proposition de moratoire sur les intelligences artificielles, qui a été signée par pas mal de scientifiques et de responsables d'entreprises en mars dernier, pour des raisons diverses, mais qui proposait en fait d'arrêter les avancées sur les intelligences artificielles, le temps de mettre en place une gouvernance et des réglementations qui sont vraiment très à la traîne par rapport aux évolutions de l'intelligence artificielle. Alors, un tout petit instant, voilà. On a encore des personnes qui nous rejoignent. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous prenez en cours. Il y aura, je le rappelle, l'enregistrement qui sera partagé. Euh, le temps de mettre un petit peu ça en forme, ce sera assez rapidement, j'espère. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre depuis le début, on pourra partager l'enregistrement de la conférence. Quelques exemples maintenant d'application des intelligences artificielles. Alors, euh, je vais vous partager ici l'initiative de Nathalie Dupuis, qui est une directrice artistique de Lyon, qui est très talentueuse, et qui a créé un magazine, IELTS, entièrement à l'aide des intelligences artificielles génératives. Donc, la mise en page, c'est elle qui l'a faite, mais tout ce qui est image et texte a été fait par les intelligences artificielles. C'était en juillet dernier. C'était la première, en fait. Et là, paraîtra à la fin du mois, donc dans quelques jours, IALS, qui est les intelligences artificielles, la suite, qui est aussi un magazine qui est un petit peu hybride, qui est conçu à la fois par les intelligences artificielles et par l'homme. Donc, c'est extrêmement intéressant comme démarche. Ça permet de voir un petit peu quelles sont les possibilités, quelles sont aussi certaines limites aussi des intelligences artificielles. Autre exemple, la création d'un trailer de film, donc à l'occasion d'un d'un- d'un concours organisé par un de mes complices dans les intelligences artificielles, Captain IA. Euh, Plusieurs personnes ont réalisé des trailers extrêmement réalistes, uniquement réalisés à l'aide des intelligences artificielles. Et si vous avez l'occasion, je vous partagerai le lien si vous le souhaitez, de regarder ce trailer. Alors fermez les lumières, mettez le son au maximum, accrochez-vous à votre fauteuil parce que ça fait peur. J'ai moi-même créé un livre blanc avec les intelligences artificielles. Alors, à part la préface et la postface qui étaient de ma plume, le contenu entier a été rédigé par les intelligences artificielles. C'était un exercice de style très intéressant à effectuer et je pense à lire également. J'ai évidemment corrigé certaines approximations ou certaines incohérences que j'explique dans la postface, mais la démarche était très intéressante. J'ai également euh, fait écrire, non, pardon, et c'est très important,
la subtilité est très importante. Je n'ai pas fait écrire. J'ai écrit avec l'intelligence artificielle tout un cours de stratégie d'une soixantaine de pages. Donc, je suis moi-même expert en stratégie. Donc, je donne des cours en école supérieure de stratégie et j'ai créé ce cours avec ChatGPT. Pourquoi est-ce que je dis avec? Parce qu'il y a une contribution énorme de ma part. Notamment, j'ai dialogué déjà pendant une quarantaine de minutes avec ChatGPT avant qu'il ne commence à écrire le plan et puis le premier chapitre. Je peux me permettre d'écrire un cours de stratégie car je suis expert en stratégie. J'ai piloté, j'ai corrigé. ChatGPT a écrit le premier chapitre, je l'ai corrigé, je lui ai fait corriger le ton, je lui ai fait corriger un petit peu et mettre des exemples. Enfin, je l'ai vraiment adapté. Je lui ai ensuite fait écrire le deuxième chapitre où il avait appris du premier chapitre, etc., jusqu'à la réalisation du cours en entier. Euh, et le fait que je sois expert en stratégie m'a permis de justement de valider ce cours. Si j'avais été avocat, je n'aurais pas pu créer ce cours. Et en tant qu'expert en stratégie ou en intelligence artificielle, je ne pourrais pas, moi, faire créer un document juridique par ChatGPT puisqu'il ne serait pas validé et je n'ai pas les compétences pour le faire. Donc, très important, les sorties de ChatGPT devront être validées, certainement pour une utilisation professionnelle, par un professionnel du domaine. J'ai également créé un, un chat GPT. Donc, un chat GPT, c'est un modèle de dialogue qui est basé sur ChatGPT, mais que j'ai alimenté avec mes propres données. Donc, par rapport à mon activité d'Ecode IA, vous avez un outil, un chat GPT qui est disponible dans ce qu'on appelle le GPT Store euh, et qui permet en fait de poser des questions et d'avoir des réponses qui vont être orientées et qui vont être celles que moi j'ai données. Alors, j'ai pas donné les réponses, mais j'ai donné le comportement que ce chatbot devait avoir par rapport au ton, par rapport à la vulgarisation. Et donc, vous posez une question à ChatGPT, vous aurez une certaine réponse. Vous posez une question, la même question à Decodia, et vous aurez une réponse qui sera plus vulgarisée, avec plus d'exemples, qui sera plus illustrée, qui sera d'un ton différent. Ça, c'est une opportunité euh, très intéressante pour les entreprises. On parlera des applications possibles un petit peu plus tard. Alors, quels sont les outils d'intelligence artificielle générative? On a évidemment, à tout seigneur, tout honneur, ChatGPT, qui a été la première intelligence artificielle conversationnelle grand public, qui est sortie donc le 30 novembre 2022. Voici un exemple. Vous posez une question, vous demandez, vous donnez un rôle à ChatGPT, vous lui demandez de réaliser quelque chose, et voilà, ChatGPT répond et vous créez en contenu une sortie. Vous avez Google Bard qui a été le premier concurrent sérieux à ChatGPT, mais qui reste encore moins précis malgré la nouvelle technologie Gemini Pro sur laquelle maintenant Bard est basé. Ça reste quand même beaucoup moins précis que ChatGPT. Voici un exemple de fenêtre de dialogue. Donc on reste dans des fenêtres de dialogue qui sont très très similaires. On a Meta, donc le groupe de Facebook de Mark Zuckerberg, qui a sorti Llama 2. Llama 2 a la particularité d'être un modèle open source. Ça veut dire que le code est partageable et il peut être également partagé pour vos applications professionnelles et commerciales. Ce qui veut dire que vous avez un modèle en fait qui est entièrement gratuit. Par contre, ces sorties ne sont pas encore très convaincantes, mais il y a des avancées, il y a des améliorations qui sont en cours aujourd'hui. Voici donc on a toujours le même type de fenêtre de dialogue. Ce qui est intéressant ici avec Llama 2, ce qui est aussi le cas pour Copilot, on en parlera un petit peu plus tard, c'est que Llama 2 cite ses sources. Vous voyez ici en bas, ce que ChatGPT ne fait pas en standard, vous pouvez lui demander, évidemment, à ChatGPT ce que euh, les... vous pouvez lui demander de citer ses sources derrière, mais vous n'avez pas, il ne les cite pas en direct comme peut le faire Llama 2. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais je ne sais pas pourquoi je ne sais pas le voir. Donc, si vous avez posé des questions dans le chat, je ne suis malheureusement pas en mesure de les voir pour le moment. Je regarderai un petit peu plus tard. Alors, il y a Oui, juste Agnès? je les ai notés, Emmanuel, je te laissais continuer, D'accord. mais peut-être qu'on y reviendra à la fin. La question, il y avait une question de Laetitia, est-ce que dans le prompt, on peut demander à l'IA de ne pas halluciner quand tu parlais tout à l'heure, mais je crois que tu as répondu. Oui, tout à fait. Et on OK. avait une remarque de Frédéric tout à l'heure, vers 10h38, sur la qualité des contenus qui citait Perplexity AI.ai comme une source d'information peut-être plus fiable que ChatGPT.
Oui, ben, ça, on pourra aborder ça, on abordera ça dans les questions-réponses. Et c'est ce que j'allais suggérer, c'est qu'effectivement, Agnès, tu ressortes un petit peu les contenus ou les questions les plus pertinentes et qui seront Souci, posées à ce moment-là pas de souci. en fin de présentation. Super, merci Agnès. Alors, Cocorico, Mistral. Mistral est un modèle français qui a été développé par une boîte lancée par trois Français, donc ici à Paris, qui est elle aussi en open source et qui est en mode multi-expert. Donc, Mistral utilise une technologie un peu particulière avec plusieurs modèles en parallèle, avec une spécialisation chacun. Et on soupçonne, même si OpenAI est très OpenAI, donc c'est la boîte c'est l'entreprise qui a lancé ChatGPT, on soupçonne OpenAI d'utiliser le même type de technique pour ChatGPT 4. Mais là, Mistral utilise des modèles qui fonctionnent en parallèle et qui permettent de spécialiser les modèles sur des questions spécifiques. Alors, Mistral a plusieurs particularités. Mistral est un modèle en open source, ça c'est une chose. Mistral est un modèle qu'on appelle léger, et donc le fichier avec le modèle pèse 100 gigas, ce qui est relativement peu. Et pour tout vous dire, j'ai téléchargé Mistral pour le faire tourner. Ma machine à l'heure actuelle n'est pas suffisamment puissante, mais je vais acquérir une machine qui sera suffisante pour tourner Mistral, ce qui veut dire que j'aurai mon propre modèle de langage que je pourrai entraîner chez moi sur mon laptop. Et donc une avancée qui est assez important puisque ça vous permettra en tant qu'entreprise de pouvoir faire tourner votre propre modèle avec des résultats qui sont assez épatants puisque Mistral s'est hissé dans le top 10 des meilleurs modèles, y compris des modèles larges comme ChatGPT dans le top 10 et c'est le premier modèle léger à se hisser dans le top 10 au niveau des résultats des intelligences artificielles. Donc beaucoup à attendre au niveau de Mistral. Je suis très curieux de voir un petit peu parce que c'est une alternative qui va être intéressant puisque, évidemment, si vous tournez ce modèle sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'un data center. Et donc, au niveau du défi énergétique, on a une solution, une piste possible pour répondre à ce défi énergétique par des modèles qui seraient plus petits et plus spécialisés. Affaire à suivre et on verra les évolutions dans les mois et les années à venir avec beaucoup d'attention. Ça va être passionnant. Voilà une petite idée ici. On reste évidemment avec le même type de modèle de fenêtre de prompt et de réponse par rapport à Mistral. Le concurrent le plus important à ChatGPT, qui commence à être disponible en France, c'est, oui, en Europe et en France, c'est Claude d'Anthropic, Anthropic a été une société qui a été créée par deux anciens de OpenAI, donc qui travaillaient sur ChatGPT et qui ont décidé de créer leur propre société pour proposer un modèle qui serait plus éthique, en fait, que ChatGPT. Et voilà, donc on reste sur le même modèle de dialogue. Des applications maintenant un petit peu plus poussées, un petit peu plus pointues, un petit peu plus spécialisées. Et on a euh, une application que j'aime bien qui s'appelle Merlin, qui est un petit peu un couteau suisse, qui est une extension Chrome. Vous l'installez, il y a une version gratuite, donc je vous donnerai le lien également, donc vous pourrez l'installer vous-même gratuitement et le tester. C'est basé sur ChatGPT notamment, mais vous pouvez aussi aujourd'hui choisir d'autres modèles, et en fonction du modèle que vous choisissez, vous allez consommer certains crédits qui seront plus importants avec ChatGPT 4, moins importants avec ChatGPT 3 ou avec Llama, etc. Vous pouvez choisir et comparer un petit peu les différents modèles. Alors Merlin permet notamment de résumer, et là en termes de gain de productivité, on est directement en plein dedans. Vous avez, je donne un exemple que moi j'ai vécu, c'était une conférence de 1h42 qui était dans ma liste de vidéos à regarder sur YouTube et qui était là depuis des mois. Évidemment, 1h42, j'ai jamais eu le temps de la regarder. Je demande à Merlin de me résumer cette vidéo et en 19 secondes, j'ai un résumé concis en français d'une vidéo qui est en anglais avec les marqueurs temps, comme vous le voyez, qui vous permettent, si vous le souhaitez, d'aller chercher. Ici, vous voyez, la conférence, vous avez la partie conférence sur la post-croissance et au-delà de la croissance. Eh bien, ça commence à la seconde 9. Vous avez les marqueurs temps, vous cliquez sur le marqueur temps et directement Merlin vous emmène sur la partie euh, correspondante de la vidéo, avec chaque fois vous pouvez ici détailler un petit peu chacun des points. Et donc, j'ai pu prendre connaissance du contenu de la conférence et des points qui m'intéressaient plus spécifiquement. En 10 minutes, j'ai gagné 1h30. Merlin permet également de répondre à des posts LinkedIn. Donc, si vous interagissez beaucoup sur LinkedIn, vous pouvez proposer des réponses. Alors, les réponses sont proposées, vous pouvez toujours les modifier. Alors, après,
on est pour ou on n'est pas pour. En termes de rapidité et euh, de, de gain de productivité, on est en plein dedans. Merlin permet également de proposer des réponses à vos courriers. Donc, vous pouvez utiliser Merlin dans Gmail. Alors, dans Gmail, vous avez maintenant l'outil Duet qui fait la même chose, qui fait beaucoup plus, mais qui est un outil payant, lui. Duet, qui est un outil de productivité. On va en parler juste après. Mais ici, vous avez donc pour des emails, évidemment, on va dire oui, mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie de donner des réponses personnalisées. Ça dépend, en fait. Si vous avez des emails de prospection, vous voulez simplement répondre poliment, de manière tout à fait courtoise, oui ou non, eh bien, vous pouvez très bien utiliser Merin. Vous relisez, ça vous convient, vous envoyez, vous voulez modifier deux, trois mots, vous le faites. Vous avez gagné en tout cas 80 à 90% de temps sur la rédaction de votre mail. Donc, gain de productivité évident. J'en viens à Microsoft 365 Copilot Pro, donc 365 anciennement Office. Copilot Pro est évidemment basé sur ChatGPT puisque Microsoft a investi et possède maintenant 49% des parts de OpenAI. Et Microsoft est disponible depuis une grosse semaine ici en France, depuis 2 semaines, pardon. Et Copilot Pro, en fait, c'est une intelligence artificielle qui va être intégrée à votre suite Office, à votre suite 365. Copilot Pro, je suis en train de tester, et Copilot Pro va permettre en fait de trier votre boîte email, de vous aider à gérer vos emails et à les classer par ordre d'importance. Va vous permettre de préparer des réunions. Vous pouvez demander à Copilot de 10 minutes avant une réunion, mais tiens, voilà, j'ai une réunion avec Laurent. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me préparer cette réunion? On va parler de tel sujet. Copilot va faire ce que vous auriez fait vous-même. Donc, allez voir dans votre boîte mail les échanges avec Laurent, les échanges qui ont eu trait à ce sujet-là, va aller voir dans vos documents, va aller vous résumer tout ça dans un petit extrait avec accès à vos documents. Vous arrivez à la réunion avec Laurent et vous avez tout qui est prêt, toutes les informations, l'état des lieux des actions qui avaient été entreprises et vous avez gagné le temps de préparation de la réunion. Copilot va également écouter vos réunions Teams et va également vous résumez les réunions Teams, vous arrivez en retard à une réunion, ce qui n'est pas bien, eh bien Teams va vous expliquer ce qui a été dit, les décisions qui ont été prises, les débats qui ont eu lieu pendant la réunion avant votre arrivée. Va vous permettre également d'avoir un compte-rendu de la réunion directement après la réunion, de le partager avec les participants en illustrant et en donnant les points d'action qui ont été discutés lors de la réunion. Alors, à ce sujet, j'enregistre en fait pour le moment cette présentation avec Fireflies. Fireflies, c'est une application d'intelligence artificielle. Certains le voient peut-être dans les invités. Donc, bonjour Fireflies. C'est une AI qui nous écoute et qui va retranscrire l'ensemble de la conférence et qui va en faire un résumé et qui va donner les points d'action principaux qui ont été discutés également. Si vous le souhaitez, c'est aussi quelque chose qu'on pourra partager pour que vous ayez un exemple. D'ailleurs, je pense que quasiment automatiquement, Fireflies sera partagé avec, avec, avec tout le monde qui a donné son adresse email. Ce sera à vérifier, mais je pense que ce sera automatique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, désolé, je vais prendre un petit verre d'eau. On va aborder maintenant les intelligences artificielles génératrices d'images. Vous connaissez sans doute Midjourney et DALL-E. Vous avez vu tout à l'heure le magazine créé par Nathalie Dupuis, YALS. Eh bien, les images ont été entièrement générées par l'outil Midjourney. C'est un générateur d'images qui se gère via un serveur Discord. Donc, c'est un petit peu pointu comme manipulation, mais les résultats vont être absolument époustouflants. Ici, on a des images qui ont été créées avec Midjourney version 5 et la version 6 est très nettement supérieure encore. Je n'ai pas encore updaté les images, mais déjà ici avec la version 5, on voit, ici c'est une image d'une dame donc, qui nous fonce dessus sur son skateboard. Tout est généré par intelligence artificielle. Donc cette dame n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a un petit, surtout dans la version 5, il y avait un petit défaut au niveau de la gestion des extrémités. Si vous regardez bien, d'un peu plus près, vous verrez que les mains de la fille ne sont pas parfaites et ses doigts n'ont pas la taille
la bonne taille ni la même configuration. À droite, vous voyez un chat. Donc, chacun des poils du chat, aucun n'existe. Tout a été généré par une IA. C'est une image qui a été, certains d'entre vous le connaissent certainement, par Frédéric Prochasson, photographe de grand talent. Donc, lui s'est mis aux IA. Il génère des images et puis il intervient dessus. Donc, il les modifie. Mais vous voyez, les chats sont extrêmement réalistes. On a vraiment des images qui sont épatantes maintenant avec les intelligences artificielles. Je vous montre DALL-E 3, qui est le générateur d'images de, de OpenAI, donc qui est intégré à ChatGPT ou à Microsoft Bing Creator ou à Microsoft Copilot Pro. Et DALL-E 3 est un modèle qui est lui aussi très performant, un petit peu moins réaliste que Midjourney. Voici des images qui ont été créées par DALL-E 3. On reste quand même sur de la très grande qualité. Voilà. Alors, je saute un petit peu parce que l'ordre n'était pas bon ici, mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler un petit peu de prompt engineering, puisque le prompt engineering, c'est la manière d'utiliser ChatGPT au mieux. Le prompt engineering, c'est quoi? Eh bien, très souvent, quand on va faire son premier prompt avec pardon, ChatGPT, on est habitué à utiliser Google et on va l'utiliser comme un Google. Attention que un prompt, donc cette saisie, un ChatGPT n'est pas Google. Il y a souvent une confusion qui se fait et qui nous dit enfin, où on pense que ChatGPT est un super Google et est omniscient. Ce n'est pas vrai du tout. ChatGPT, c'est une application d'intelligence artificielle avec laquelle vous allez dialoguer, et le plus possible en langage naturel. Alors, il y a trois règles d'or lorsque vous écrivez un prompt, qui sont de donner un rôle à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, de lui donner un contexte et d'être le plus précis possible dans ce que vous lui donnez. Et une quatrième règle, lorsque vous en avez, c'est de lui donner des objectifs. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que chat, c'est un dialogue. Vous devez établir un dialogue avec l'intelligence artificielle. Vous devez poser des questions. Vous pouvez lui demander de poser des questions. Vous pouvez lui demander d'améliorer. Par exemple, quand moi j'ai demandé à ChatGPT de rédiger les chapitres de mon cours de stratégie, je lui ai demandé de me poser des questions. Si tu comprends pas bien, ou si tu veux affiner pour mieux préparer la réponse à la tâche que je t'ai demandé, pose-moi des questions. Et les questions qu'il m'a posées, c'était deux séries de cinq questions qui étaient extrêmement pertinentes, qui ont permis d'affiner, notamment mais quel est le niveau de l'audience, quels sont les prérequis pour le cours, etc. Vous pouvez toujours lui demander d'améliorer, donc n'hésitez pas. J'ai encore eu le cas hier avec une amie qui est professeure de néerlandais à l'Université de Bruxelles et elle voulait traduire un texte, elle voulait résumer un texte, elle n'y arrivait pas. Et en fait, on y est arrivé, donc le ChatGPT lui a dit, parce que ChatGPT est un petit peu feignant pour le moment. Pourquoi? Parce que je soupçonne que OpenAI est un petit peu programmé à ChatGPT pour, ne, pour essayer de ralentir un petit peu ses réponses et utiliser un minimum de données de calcul, parce qu'il y a une surcharge évidemment des serveurs à l'heure actuelle. Alors, pas une surcharge, mais une charge très importante, vu l'engouement et le nombre de personnes qui se connectent au serveur d'OpenAI. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? ChatGPT ne refusait, disait, non, moi, en tant qu'assistant, je ne suis pas capable de faire ça. Eh bien, je l'ai convaincu, en fait, et c'est vrai, hein. Je lui ai dit, ben, si tu es capable, je sais que tu en es capable, ne te sous-estime pas. Je lui ai dit ça. Et après avoir insisté un petit peu, eh bien, ChatGPT a effectivement reconnu le texte et a pu reconnaître le texte et a fait ce que on lui avait demandé, mais ce qu'il avait refusé en première instance. Donc, il ne faut pas hésiter à insister et illustrer. J'ai aussi un autre exemple, et là, on n'est pas arrivé à obtenir une réponse, mais je vous donne l'exemple quand même parce que c'est assez illustratif. C'était une personne qui donne cours et qui voulait un corrigé d'examen. Et donc, on a le corrigé d'examen en posant les questions à ChatGPT. ChatGPT nous dit, bah, pour corriger, il faut donner les réponses de telle manière, de telle manière. Mais il ne le fait pas lui-même. On insiste, et au final, il refusait tellement que je lui ai demandé, mais est-ce que tu as une limite dans tes instructions qui t'empêche de répondre à ces questions? Et là, il dit oui, effectivement, pour éviter que je ne sois utilisé par les étudiants en salle d'examen, eh bien, je ne peux pas répondre directement à des questions corrigées. Alors, on aurait pu biaiser en posant les questions sans préciser que c'était un examen.
Mais tout ça, ce sont des choses, il faut pouvoir aussi ruser pour pouvoir demander à ChatGPT et le convaincre de répondre à nos questions. Et ça, évidemment, ce ne sont pas des méga prompts qui vont vous apprendre ça, c'est vraiment l'utilisation et la compréhension en fait de comment fonctionne euh, l'intelligence artificielle. Comme on l'a dit au début, l'intelligence artificielle imite l'intelligence humaine. Et donc, vous aurez des réactions de l'intelligence artificielle qui seront très similaires à vos interactions avec une personne humaine. Voilà. Vous pouvez également lui demander d'améliorer euh, la forme, le ton des réponses qu'il va vous proposer. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, de demander à ChatGPT de reformuler sur un autre ton ou simplement de reformuler, ben, donne-moi une autre proposition et vous piochez vous-même dans ce qui est proposé. Demander de poser des questions, de préciser également, d'approfondir, vraiment comme vous le feriez avec une personne, en fait. Et c'est dans ce sens-là euh, pour moi, quand on vous propose des bibliothèques de prompt, alors ça peut être intéressant, et moi j'utilise notamment un prompt pour des résumés de bouquins, parce que là, bon, là c'est pas très personnel, et c'est assez euh, répétitif comme tâche. Donc là, ça peut fonctionner très bien, mais pour votre utilisation en général, moi, ce que je dis, expérimentez, lorsque vous êtes face à ChatGPT, ne vous contentez pas de la première réponse en vous disant mais c'est pas suffisant. Convainquez-le de, de vous donner des réponses qui soient plus poussées, qui soient plus appropriées par rapport à ce que vous attendez. Expérimentez beaucoup et jouez. Amusez-vous avec ChatGPT, avec les intelligences artificielles pour vraiment vous acculturer et vous acclimater à ce qui est possible. Les prompts magiques. Donc, vous pouvez vous en inspirer, mais moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de créer vos propres prompts et de vous-même vous initier au dialogue, qui est le plus essentiel pour moi et qui est en fait, qui va être universel parce que les prompts vont être spécifiques à ChatGPT ou à Claude ou à Bard ou à Llama, tandis que la méthodologie et bien comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, ça c'est universel, ce sera la même chose avec toutes les intelligences artificielles. Donc, si je peux vous donner un conseil pour vous acculturer, pour vous former, créez vos propres prompts, utilisez vous-même, faites-vous accompagner si nécessaire, et on en parlera tout à l'heure, ou si vous le souhaitez, mais créez vos propres prompts pour apprendre vous-même à utiliser l'intelligence artificielle. Au niveau productivité, je vous ai dit qu'on reviendrait sur le GPT Builder, qui est une fonctionnalité qui est extrêmement importante et innovante dans ChatGPT. Donc, qu'est-ce que c'est le GPT Builder? Vous pouvez créer un ChatGPT personnalisé, soit pour un usage personnel ou interne, ou pour diffusion, qui peut être entraîné avec vos données et qui peut devenir un véritable assistant personnel. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bien voilà, vous avez des GPT, vous pouvez créer un GPT. Moi, j'ai créé un GPT Decode IA. Il y en a d'autres qui ont été créés. Il y a aujourd'hui un GPT Store qui est sorti le 10 janvier dernier. Comment est-ce qu'on crée un GPT? Vous avez simplement un écran ici où vous pouvez créer et vous allez répondre à des questions et vous allez donner euh, à, au GPT Builder les intentions, les comportements que vous souhaitez que votre GPT ait et adopte. Vous avez également l'écran de configuration ici. Vous pouvez corriger, vous pouvez lui donner un logo, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez, alors, GPT Builder va vous proposer un nom, mais vous pouvez en changer. Vous pouvez donner les questions de l'écran d'accueil et vous pouvez alimenter. Vous voyez en bas à gauche, vous voyez les documents que moi j'ai fournis à mon GPT pour qu'il s'en inspire, pour qu'il apprenne de ces documents pour répondre aux questions que que les utilisateurs pouvaient lui poser. Alors, comment est-ce quelles sont les utilisations possibles euh, d'un, d'un, d'un GPT? Elles sont multiples. Vous pouvez avoir notamment, et ça c'est une utilisation donc, que j'accompagne avec l'un de mes clients, qui est une agence de communication, où eh bien, elle a créé un GPT donc elle crée du contenu pour ses clients, et elle a un GPT par client. Et donc,
qu'elle alimente avec le site web et avec les données du client, auquel elle a donné le ton du client, et elle est capable donc de générer du contenu pertinent par rapport aux données du client avec le ton que le client souhaite. Derrière, elle repasse dessus pour corriger, pour adapter, et puis elle gagne 80% de temps par rapport à sa création de contenu. Et elle, à chaque fois, pour bien serrer les sorties par client, elle a un GPT par client, et chaque GPT va sortir des contenus qui sont pertinents par rapport à ce client-là. Vous pouvez imaginer d'avoir un GPT pour l'onboarding de nouvelles recrues, où vous allez donner toutes les informations, tous les classeurs en fait que vous donniez dans les grandes entreprises, en tout cas au niveau salarié, eh bien, vous injectez tout ça dans votre GPT et vous avez une boîte de dialogue qui permet à chacun des nouveaux arrivants de poser les questions et d'avoir les réponses pertinentes par rapport au contenu de l'entreprise. Je suis en train de travailler sur des projets d'intégration de GPT sur du service client, où là, on crée un GPT qui sera alimenté avec toutes les données du service client d'une entreprise et qui pourra être consulté par les clients pour obtenir des réponses beaucoup plus rapidement et plus pertinentes par rapport à leurs besoins et en fonction qui seront détaillés de la manière dont ils le voudraient. Donc, vous avez une possibilité d'avoir des réponses succinctes ou plus circonstanciées en fonction des questions que vous posez. Autres applications, vous avez évidemment maintenant le GPT Store où vous pouvez aussi créer un GPT et le diffuser. Donc, vous souhaitez faire un GPT qui va promouvoir, si vous voulez, les compétences et vous voulez proposer du contenu gratuit en tant que lead magnet pour attirer des prospects, eh bien, vous pouvez créer un GPT qui va comprendre l'ensemble de vos services et auquel vous allez donner comme comportement de donner un call to action, donc une action à réaliser par le client qui va le ramener vers vous à chaque fin de réponse que le client va avoir et vous donner ce que vous voulez comme niveau de qualité des réponses, au niveau de pertinence et de profondeur des réponses à ce contenu que vous pouvez proposer gratuitement. Il y aura une possibilité aussi de monétisation, mais qui va venir au premier trimestre. OpenAI a été encore très peu transparent sur les possibilités de monétisation, mais qui arriveront plus tard. Voilà, alors on va tout doucement arriver à la fin de la présentation. J'ai encore deux, trois petites slides à vous présenter. Euh, et ça nous permettra d'avoir une dizaine de minutes pour les questions-réponses et de garder 5 minutes pour François pour la conclusion de euh, cette présentation. Alors, ma conclusion à moi, qui est très importante, c'est que les intelligences artificielles sont tout d'abord un outil. Et comme tout outil, les intelligences artificielles vont vous permettre de faire des choses fantastiques, mais peuvent être aussi dangereuses. Alors, je m'explique. Tout dépend de l'homme et qui va l'utiliser. Si vous prenez un marteau, par exemple, un marteau, c'est un outil qui peut être très utile. Je peux construire une maison avec un marteau, mais je peux aussi tuer un homme. Mais le marteau en lui-même n'est pas dangereux. C'est la manière de l'utiliser qui va être différente. Je prends un deuxième exemple, l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est 85% de l'électricité en France. Ça veut dire que si nous sommes aujourd'hui capables et dans la possibilité de nous voir, c'est grâce à 85% à l'énergie nucléaire. Par contre, l'énergie nucléaire, c'est aussi Hiroshima et Nagasaki. Tout dépend en fait de l'utilisation que nous allons en avoir. C'est comme pour tout outil. On a des dangers de defect, c'est vrai. On a des possibilités de productivité énormes, c'est vrai aussi. Un label que je viens de lancer, que je suis en train de lancer, c'est IA Love Human. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, moi, ma mission, elle est de recentrer et de remettre les intelligences artificielles ou de les mettre à disposition de l'homme et d'en faire une cohabitation pacifique et constructive. Une intelligence artificielle, et je vais prendre un exemple, une intelligence artificielle va être bénéfique à partir du moment où elle est bien utilisée. Alors, bien utilisée, je prends un exemple qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais que vous allez comprendre. Vous prenez Decathlon. Decathlon a automatisé ses caisses il y a quelques années. Euh, et donc, Decathlon aurait pu licencier tous les caissiers ou caissières. Decathlon n'a pas fait ça du tout. Decathlon a créé le métier unique où les conseillers de vente et les caissiers-caissières sont devenus polyvalents sur les deux métiers.
Ça a un petit peu grincé, mais ça s'est très bien passé par la suite. Et aujourd'hui, vous allez chez Decathlon et vous allez vous poser vos articles dans un bac. Les articles sont reconnus automatiquement, vous payez et c'est du self-service. Les anciens caissiers sont maintenant des conseillers de vente et sont en magasin. Et vous avez aujourd'hui, et personnellement étant client, je l'ai vraiment constaté, vous avez maintenant un service qui est amélioré et vous avez plus de personnes qui sont disponibles et qui sont plus disponibles en rayon. Résultat, Decathlon, entre 2019 et 2022, qui sont les 2 années hors Covid qui sont comparables, plus 21% de chiffre d'affaires, donc sans aucun licenciement. Et donc là, c'est vraiment l'exemple que l'intelligence artificielle utilisée intelligemment pour créer de la valeur, non pas pour en détruire, permet d'en sortir grandi, d'avoir des métiers qui sont plus intéressants, puisque les employés de chez Decathlon ont maintenant un métier qui est plus intéressant. On a créé de nouvelles opportunités pour des personnes et qui est plus passionnant et plus créateur de valeur également pour la clientèle. Il y a pour moi deux applications possibles de l'intelligence artificielle, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est celle que j'appelle bottom line, où on va chercher à améliorer la ligne de résultat et donc on va remplacer des forces vives par les intelligences artificielles et donc détruire de la valeur pour le client. Et on a l'approche positive qui est d'approcher par le haut et donc d'aller créer de la valeur avec les intelligences artificielles pour permettre aux salariés, pour permettre à toute l'entreprise de grandir, de créer plus de valeur. Et c'est là que les intelligences artificielles vont être bénéfiques pour l'entreprise et pour l'homme en général. Gardez bien l'esprit critique par rapport à tout ce qui est proposé par l'intelligence artificielle, mais je dirais, bon, c'est une généralité. Vous devez aussi garder un esprit critique par rapport à tout ce qui est presse, toute l'information qui vous est proposée. C'est d'autant plus vrai avec les intelligences artificielles. Gardez cet esprit critique. Et ensuite, l'intelligence artificielle, comme, pardon, il est temps que ça se termine, l'intelligence artificielle, elle est déjà partout et elle le sera encore plus demain. Voilà. Pour la suite, on en parlera évidemment et je suis à votre disposition pour en parler. Mais si vous êtes président ou si vous êtes membre dans le club We Are Win, je vous invite aussi, si vous souhaitez que j'intervienne dans votre club, à prendre contact avec moi pour organiser peut-être une intervention. J'en serai en tout cas ravi. Voilà, et on va passer maintenant, Agnès, je vais te demander de rassembler peut-être les questions-réponses, enfin les questions, et puis moi je vais tenter d'apporter des réponses alors. Pardon, je remets mon son. Euh, Il y avait une question qui était sur le GPT Builder quand tu es passé là-dessus, c'était de savoir si c'était un accès gratuit ou c'était avec GPT-4 ou si c'était avec la version payante qu'on pouvait avoir accès à ça. Excellente question. GPT Builder est accessible de trois manières différentes. C'est payant, donc il n'est pas accessible gratuitement, pas du tout. GPT Builder est accessible avec la version Plus, donc GPT Plus qui coûte 20 dollars par mois, est accessible également avec la version Teams, qui est une nouvelle version euh, qui a été lancée le 10 janvier dernier, qui est une version qui est spécifiquement destinée aux petites entreprises. Vous devez avoir deux comptes et là, c'est 30 dollars par mois par compte si vous prenez la version mensuelle et 25 dollars par mois si vous prenez le paiement annuel. Et la troisième possibilité, c'est de prendre Copilot Pro et vous avez le Copilot Builder, en fait, qui est la même chose qu'un GPT Builder qui vous permet aussi de créer vos propres GPT dans la solution de Microsoft qui, elle, coûte 22 euros par mois et qui nécessite aussi un abonnement à ChatGPT, non, pardon, à 365 personnel ou famille. Attention, le Copilot Pro n'est pas disponible qu'avec les versions professionnelles. Donc moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai un peu grugé et j'ai pris la version personnelle qui est à 7 euros par mois. Et donc, pour 29 euros par mois, j'ai Office 365 et le Copilot Pro. Tu pourras nous mettre ça peut-être dans... Je sais pas si... Enfin voilà, c'est des informations qui sont intéressantes, je pense, pour tout le monde. Mais Absolument. ok, super. Mais je Euh, propose d'envoyer un email récapitulatif avec tout ça à tous les participants avec les ok, informations. ok, super. Alors, je peux pas remonter le fil des discussions, mais donc je ne sais pas qui a posé la question. Il y a eu une remarque à un moment donné sur l'intérêt de Perplexity.ai que je sais pas si Oui. tu l'as cité, je crois pas que tu l'aies cité.
Non, je ne l'ai pas cité. C'est effectivement aussi un autre modèle. Donc effectivement, bon, si vous avez une question maintenant, ben, vous pouvez également vous démuter et donc la poser directement. Par rapport à Perplexity, je ne l'ai pas abordé. Il y a différents modèles également. Il y a des modèles et il y a notamment par rapport à je pense que la question avait trait à la. À la véracité des contenus, c'était sur le fait Oui, que oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a également je tombe plus sur le nom directement. Vous savez, il y a tellement d'applications et tellement de nouveautés dans tous les sens, mais je pourrais retrouver ça. C'est une application qui se propose de vérifier la pertinence et de limiter les hallucinations. De vous dire si la sortie d'intelligence artificielle est une hallucination ou pas. Donc, il y a effectivement des intelligences artificielles qui permettent de limiter, donc d'abord, les évolutions des nouvelles versions permettent de limiter les hallucinations. Vous avez des méthodologies également qui le permettent, comme je vous l'ai dit, simplement dire dans votre prompt ou dans vos conditions, euh, dans vos informations particulières, dire à ChatGPT de ne pas inventer, c'est déjà assez efficace. Et puis alors, il y a des applications, et là, je partagerai également le nom, je retombe plus dessus directement, je crois que c'est Iris, je crois que c'est iris.ai, mais à vérifier. on a une question de Frédéric. Je ne sais pas si tu la vois, Oui. Manuel. Quels Mais je ne vois sont... pas le chat. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne Tu le vois pas vois? le chat. Ah, d'accord. Quels sont selon vous les risques d'une IA qui standardise notre vision du monde ou qui se contente de reproduire à l'infini la même information, réduisant par conséquence notre capacité à penser slash imaginer? Eh bien, justement, c'était la troisième partie de ma conclusion, de garder l'esprit critique. Alors, évidemment, il y a un défi. Le défi, il est d'où? Le défi, il est pour les industries qui mettent à disposition des intelligences artificielles, et donc d'essayer d'alimenter les intelligences artificielles avec des données qui soient les moins biaisées possibles, les plus complètes possibles, et qui soient les plus représentatives du monde qui nous entoure. Avec le défi ben, que j'ai aussi évoqué, que j'ai soulevé, des contenus et du droit d'auteur qui se posera un jour. Donc ça, c'est une première réponse à la question. Donc c'est vraiment que les intelligences artificielles qui soient mises à disposition soient les plus représentatives possibles pour avoir le moins de limitations possible. Et puis, nous, en tant qu'utilisateurs, de garder cet esprit critique, de garder une variété de sources également. Donc, si vous basez, mais comme je l'ai dit aussi, ChatGPT n'est pas omniscient. En fait, pour reprendre un petit peu, et je vais prendre une petite minute pour expliquer vraiment ce concept-ci, c'est que ChatGPT, c'est vraiment une intelligence artificielle. Elle a accès aux mêmes données que nous, en fait. Donc, elle a été entraînée avec ces données, comme nous avons été entraînés tout au long de notre vie avec tous les contenus auxquels nous avons été confrontés, nous avons toujours appris. L'intelligence artificielle a appris, et après, l'intelligence artificielle a accès au même contenu que vous et moi, donc c'est-à-dire au web, à Internet. Simplement, l'intelligence artificielle, avec sa capacité de calcul, est capable d'aller voir beaucoup plus vite les informations sur Internet. Mais si sur Internet, vous avez que des bêtises, l'intelligence artificielle ne vous donnera que des bêtises. Elle va être capable de reproduire en fait ce qu'on lui donne en entrée, et c'est un peu ce qu'on appelle en anglais le gigot. C'est garbage in, garbage out. Si vous donnez des données qui sont fausses, qui sont mauvaises en entrée, vous aurez des données qui seront mauvaises en sortie. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu. C'est- on a une question intéressante de Daniel aussi, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix et qu'on peut être un peu perdu selon toutes les possibilités d'AI qu'on a là, et qui pose la question comment faire son choix suivant son domaine d'activité? Alors, mais soit on fait une veille, et c'est ce que je fais moi parce que c'est mon métier, sur les technologies qui, qui, enfin, qui arrivent quotidiennement. Soit on se fait accompagner. Le mieux, c'est de se faire accompagner. Ça, c'est un des services notamment que je propose, mais c'est d'aider au choix en fonction vraiment de l'utilisation qu'on va en avoir dans une entreprise. Et le fait d'avoir été moi-même dirigeant d'entreprise me permet d'avoir une bonne vision sur les utilisations, les gains de productivité qui peuvent être dans chacun des départements de l'entreprise et quels sont les bons outils à mettre en place. Et c'est quelque chose qui évolue régulièrement. C'est vrai qu'à un moment, ben, il faut faire un choix, mais de semaine en semaine, voire même presque de jour en jour, on a de nouvelles avancées, de nouvelles applications qui arrivent sur le marché.
On va prendre une dernière question de Grégory. Mais Grégory, je veux bien que vous posiez votre question. Je sais pas si, parce que ce sera peut-être plus clair si vous la posez vous-même. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour Grégory. une question par rapport au piratage. On entend Oui. souvent parler de choses comme ça sur quelques sites que ce soit. Est-ce qu'avec l'IA, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dessus, ça peut être plus grave ou en termes de gravité, est-ce que c'est plus ou moins grave que sur un site quelconque? Alors, la question peut être multiple et je vais expliquer ce que moi j'en comprends. Est-ce que si vous mettez vos données à disposition de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez une chance que vos données se retrouvent quelque part sur le net? Est-ce que c'est ça Hmm. votre question? Ok, Ouais, ça peut être ça. alors ben, la question elle est double. Elle est oui et non. Sur la version gratuite et sur la version ChatGPT 4 ChatGPT apprend avec vos données. Donc, elle se sert de vos données pour alimenter son apprentissage. Ce qui veut dire que vos données peuvent potentiellement ressortir quelque part. Je donne un exemple. Il est arrivé qu'une entreprise retrouve du code qui avait été créé et qui a été proposé aux intelligences artificielles à ChatGPT pour la corriger par un de ses développeurs et ait retrouvé des morceaux de son code chez un concurrent. Donc, c'est arrivé. Maintenant, il y a une parade à cela, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la version Teams, donc GPT Teams, et la version GPT Enterprise qui est réservée aux grandes entreprises, elles, qui promettent que ChatGPT ne va pas entraîner son modèle avec vos données. Donc vos données vont être utilisées pour générer les réponses à votre question, mais ne vont pas être utilisées pour l'apprentissage. D'autres solutions sont, comme je l'ai évoqué, l'utilisation d'un modèle comme Mistral en interne ou sur des serveurs dédiés comme les serveurs Microsoft Azure qui proposent de l'intelligence artificielle sur des serveurs qui peuvent être déconnectés ou en tout cas sécurisés par rapport au reste du net. Il y a des solutions pour les grandes entreprises, des solutions qui commencent à poindre le bout du nez pour les petites entreprises, mais c'est vrai qu'il y a un risque, une possibilité que vos données, comme ChatGPT est entraîné dessus, puissent être partagées. Merci. Avec plaisir. Voilà Agnès, donc on va peut-être J'étais rendre prêt. la parole Oui, on va à donner la parole à François pour la François. conclusion. Alors, Voilà. je crois que Merci à François est... tous en tout cas pour, euh, votre, euh, euh, pour votre attention, pour votre écoute. Je vous mets mes coordonnées très rapidement. N'hésitez pas à prendre contact. Vous me retrouvez très facilement sur LinkedIn également si vous souhaitez soit prendre un rendez-vous pour poursuivre la discussion sur vos besoins particuliers sur les intelligences artificielles ou pour poser les questions que vous n'aurez pas eu l'occasion de poser lors du webinaire. Voilà, je vais arrêter le partage. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Je pense que, alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages pour te remercier. J'ai vu qu'il y avait des demandes pour certains clubs, certains présidents de clubs, où tu pourrais venir, bien évidemment, faire une petite réunion ou venir participer. J'en profite aussi pour dire que la Winome arrive bientôt en place sur Lyon, donc on aura aussi la possibilité d'inviter par groupe pour, euh, pour aller plus loin sur toutes ces connaissances sur l'IA et sur d'autres. Donc, mille merci à toi. J'en profite aussi pour dire et demander aux autres membres, présidents, tous ceux qui le souhaitent, si vous voulez aussi faire des webinaires, nous apprendre certaines choses de votre métier, c'est tellement enrichissant. Le partage de nous tous nous apporte beaucoup et nous font bien évidemment grandir. Donc, encore une fois, mille merci à vous tous d'avoir été présents. Je le répète, ça a été filmé, donc on verra avec Agnès et le staff, soit on mettra un lien de façon à revisualiser cette vidéo. J'espère, et c'est une demande d'ailleurs, Emmanuel, est-ce que dans quelques mois, on pourrait refaire euh, une version 2 parce que tous les jours, ça évolue tellement vite. Donc, chaque jour, c'est des années-lumière. Enfin, ça va tellement vite, tellement vite. Il y a quelques temps en arrière, on nous aurait parlé
l'intelligence artificielle, hein, mais attendez, de quoi nous parle-t-on? Donc, on espère que tu nous donneras une version bis de tout ça. Mais écoute, François, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et comme je vois que tu as vraiment mis le doigt dessus, à l'heure actuelle, il y a une évolution qui est tellement énorme et c'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne de suivre un petit peu tout ça, mais c'est vraiment, c'est très contraignant aussi en termes de temps. C'est très chronophage de suivre tout ça. Alors, moi, j'expérimente. Hein, je vous ai dit, je suis très tenté aussi par le nouveau smartphone de Samsung qui intègre des IA. C'est de manière phénoménale. C'est vraiment top. Moi, je suis tout ça et je partagerai avec grand plaisir. On verra, on en discutera un petit peu, François, sous quelle forme ça pourrait être même être une forme aussi. Voilà, on discutera un petit. J'ai quelques idées qui pourraient être très intéressantes, j'espère en tout cas pour les membres WinnerWin, mais ce sera avec grand plaisir que je vous donne déjà rendez-vous pour la deuxième édition. Eh bien, merci infiniment. On met en place la Win Academy, donc c'était quelque chose que l'on souhaitait de mettre déjà depuis un certain temps. Et d'ici peu, donc je pense que tu pourrais aussi nous aider sur pas mal de publications, pas mal de connaissances. Et à vous tous, chers membres. Donc, on vous enverra aussi des informations sur la suite de cette Win Academy. Agnès, je pense que si tu as un petit mot aussi de fin à dire, déjà remercier tout le monde. Euh, Merci, non mais merci à tout le monde, merci vraiment Emmanuel. Et juste rappeler aussi, il y a un brunch interclub qui a lieu le 30 janvier donc à Craponne, dans la région lyonnaise. On en fera d'autres ailleurs, mais pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous inscrire à cet événement de la semaine prochaine. Voilà. Merci encore à tous. merci à Merci à vous tous, tous. Très bonne bonne journée. journée. Merci, au revoir.